Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre thématique de la semaine dédiée aux juridictions spéciales africaines. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite mise en place il y a une trentaine d'années au Sénégal par l'ex-président Abdou Diouf. Mais avant cela, l'actualité avec justement au programme des incertitudes, des sérieuses inquiétudes au Kenya sur la tenue des élections générales du 8 août. Autre actualité, le retour politique au Sénégal de l'ex-président Abdoulaye Wade, ex-président désormais en campagne pour les législatives. Pour débattre de toute cette actualité sur ce plateau, Oumar Diop, consultant en finance, bienvenue. Merci. Sur ce plateau également Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Sans plus attendre, l'info du jour. Est-il encore possible de maintenir les élections générales au Kenya censées se tenir dans un peu moins d'un mois? La question se pose depuis quelques jours à Nairobi, car une série d'événements, à savoir l'annulation surprise du contrat d'impression des bulletins de vote et le décès brutal du ministre de l'Intérieur, ont plongé le pays dans l'incertitude quant à la tenue de ce scrutin. Birama Saonera. À quelques semaines des élections générales, des incertitudes pèsent sur la tenue de scrutin prévu le 8 août 2017. Dimanche 9 juillet 2017, le chef de la justice kenyane a mis le président Uhuru Kenyatta en garde contre toute confusion dans l'esprit du public quant à l'intégrité du système judiciaire du pays. Une déclaration qui fait suite à une plainte déposée par l'opposition concernant un contrat sur l'impression de bulletins de vote. Est-ce qu'ils pensent que nous sommes fous? Je veux dire à ceux qui sont devant les tribunaux que nous vous avons respectés. Mais n'interprétez pas le respect comme une lâcheté. Et nous ne permettrons pas à nos adversaires d'utiliser les tribunaux pour intimider l'IEBC, pensant qu'ils gagneront en utilisant la petite porte. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. En 2016, la commission électorale indépendante a décerné le contrat de la confection de bulletins de vote d'une valeur de 24 millions de dollars à une entreprise basée à Dubaï. Une démarche qui a été contestée par l'opposition. Ainsi, un juge de première instance l'a annulée en affirmant qu'il ne respectait pas les nouveaux règlements électoraux. La vérité est que, à part des cas très exceptionnels qui ne sont pas des actes de fabrication, la date de l'élection est exprimée en pierre, ce qui a été déterminé à la fois par la Constitution et par la Cour suprême. Tous les candidats doivent tout faire pour s'assurer que les élections ont lieu le 8 août. La peur pour nous, les observateurs, c'est qu'avec tout cela, même si les élections se déroulent, la préparation aurait été sérieusement entravée et cela affecterait la qualité des élections éventuelles rendues par IEBC. En plus de l'élection d'un nouveau président de la République, les Kenyans devraient également choisir leurs députés et représentants locaux le 8 août 2017. À noter que le Kenya a une histoire d'élections contestées. Au moins 1200 personnes ont été tuées suite à des violences post-électorales en 2007. L'opposition a également contesté le résultat de la présidentielle de 2013, mais elle a été finalement confirmée par la Cour suprême. Jean-Marie, pour le président, le report de l'élection, c'est donc dû au décès du ministre de l'Intérieur et non de l'annulation de la Haute Cour de justice qui a annulé la commission électorale, les impressions plutôt des bulletins de vote, exactement. Est-ce que ce décès du ministre de l'Intérieur sert en quelque sorte de refuge pour le président afin de masquer quelque peu le camouflé essuyé par la commission électorale? Je pense que le président part sur une fausse voie. Vous savez, il y a la continuité de l'État. Ce n'est pas un individu. On ne peut pas arrêter la continuité de l'État quand vous avez le décès d'un individu. Vous avez des élections qui sont prévues par la Constitution et ces élections-là sont prévues bien à l'avance. Vous avez des partis politiques qui rentrent en campagne et dans cette campagne-là, chaque parti politique sait qu'au bout, il y a les élections. Maintenant qu'on ait un individu
aussi important soit-il dans la nation, on ne peut pas se permettre, de mon point de vue, c'est ma lecture que je fais de la Constitution, parce qu'on a vu un avocat constitutionnel là tout à l'heure qui nous disait que les élections ont été fixées pour le 9 août et que les candidats espèrent, c'est-à-dire que cette date-là sera respectée. Donc aujourd'hui que le président actuel nous dise qu'il arrête le processus électoral pour le décès d'un ministre, j'ai rien contre. Mais je veux dire que la nation est au-dessus de tous les citoyens de quelque nation que ce soit au monde. Donc, il vaut mieux assurer la sécurité parce qu'il y a des précédents au Kenya. Les précédents, c'est-à-dire, il y a toujours eu des précédents électoraux dans lesquels on a connu énormément de morts. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y avait contestation de ces élections-là. Donc, j'espère bien que le Kenya ne va pas de nouveau tomber dans cette violence électorale-là, post-électorale, pardon, qui a fait en sorte que les résultats étaient contesté par la plupart, si vous voulez, des partis politiques. Donc il me semble, comment dirais-je, impératif de pouvoir respecter ça parce que le Kenya nous a souvent habitués, malgré, si vous voulez, ce que nous avons connu en 2007, à une stabilité politique en tant que telle. Donc là, je pense qu'il vaudrait mieux que le président fasse tout. On peut laisser passer les élections et ensuite enterrer, si vous voulez, le ministre, puisque c'est une personne qui a servi son pays, mais ce n'est pas pour autant qu'on devrait arrêter, comment dirais-je, la marche du pays. Oumar Diop, en l'absence des bulletins de vote et à un peu moins d'un mois de ces élections législatives, est-ce que ce scrutin peut encore être sauvé? Alors, disons qu'il y a plusieurs phénomènes qui font penser que l'élection ne va pas très bien se passer. Déjà, il y a les bulletins de vote qui n'ont pas été imprimés parce qu'il y a des problèmes avec la société d'impression. Nous sommes quand même à quelques semaines de l'élection. En plus de cela, nous avons le ministre de l'Intérieur qui est décédé, donc c'était le garant de la sécurité. Il y a énormément de zones d'ombre qui, à mon avis, devraient être qualifiées avant qu'on organise une élection quelle qu'elle soit. Donc je pense que ce sont des choses qu'il faut tenir en compte, surtout au niveau des bulletins, parce que le Kenya fait plus de 40 millions de personnes, même si tout le monde ne va pas voter, donc c'est un pays énorme. Il y a énormément de choses qui n'ont pas été clarifiées. Partir dans des élections sans que les clarifications soient apportées, à mon avis, c'est un petit peu partir dans l'inconnu. En tout cas, je pense, c'est pas le ministre de l'Intérieur, par rapport à ce que notre invité vient de dire, c'est pas le ministre de l'Intérieur qui manage les élections. Vous avez une commission électorale, si vous voulez, à côté, qui s'occupe de la gestion des élections dans la plupart de nos pays africains aujourd'hui. Donc, pour moi, ce n'est pas une raison suffisante. Par contre, je reviendrai sur autre chose. Zara, c'est quoi? C'est que je ne peux pas comprendre qu'un pays comme le Kenya, on n'ait pas pu trouver des imprimeries à l'interne pour pouvoir éditer. Donc là, ils ont fait affaire avec... au Qatar ou à Dubaï, comme on l'a dit dans le reportage. Mais moi, je ne sais pas quand est-ce que les pays africains nous deviendront, comment dirais-je, adultes en tant que tels. Comment est-ce qu'au niveau national, vous avez des imprimeries qui sont là, il y a des délais qui sont à respecter en tant que tels. Et on se retrouve aujourd'hui, on nous dit quoi? On nous dit que les bulletins n'ont pas pu être imprimés, comment dirais-je, dans un pays du Moyen-Orient. C'est absolument ubuesque de mon point de vue. Il y a des imprimeries, même en Afrique, même si le Kenya avait quelques difficultés, le Kenya pouvait s'adresser à des pays que nous savons qui sont relativement avancés, l'Afrique du Sud ou en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, pour pouvoir imprimer, comment dirais-je, ces bulletins de vote-là. Comment se fait-il que l'argent des Africains sort toujours, c'est-à-dire pour aller financer des choses à l'extérieur? Moi, ça me semble franchement... Et cette accusation... Oui, justement, c'est par rapport à ça. Ce n'est pas juste le décès du ministre de l'Intérieur, parce que ce n'est pas lui qui pilote tout. Donc, c'est parce qu'il y a des zones d'ombre, notamment sur les impressions, etc. Exactement, l'opposition qui accuse justement cette société de Dubaï d'avoir une collusion avec le président du Kenyatta. Mais est-ce que c'est avéré, ça? Ça n'a pas été suffisamment pensé pour que dépenser 20 millions d'euros pour des élections et au bout à 4 semaines dire qu'on va arrêter, donc ça n'a pas été sérieux. Donc il y a des zones, donc, à mon avis, qu'il faut clarifier pour pouvoir partir à des élections qui sont transparentes. Oui. Sans oublier que ça va augmenter le coût de l'élection. Tout simplement, pourquoi? Parce que jusque-là, les comptes avaient été arrêtés pour que l'élection ait lieu le 9 août. Mais maintenant, si on prolonge cette date-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre les candidats en campagne? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que les candidats vont être là à attendre l'impression des bulletins? Mais est-ce que ce n'est pas mieux de les reporter de quelques semaines et ainsi rassurer, notamment l'opposition qui dénonce de possibles fraudes électorales? Bon, comment dirais-je? C'est aux politiques kenyans de pouvoir décider là-dessus, de se mettre d'accord, de se mettre autour d'une table. Le président est en place, qui consulte son opposition, les partis politiques, c'est-à-dire que tout le monde soit partie prenante dans la discussion et se trouver une décision consensuelle concernant tous les candidats qui vont concourir par rapport à l'élection. 10 ans après les violences post-électorales de 2007-2008, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un climat
délétère au Kenya, Jean-Marie? Vous savez, l'approche des élections chez nous en Afrique fait toujours craindre quoi? C'est-à-dire sont des violences post-électorales en tant que telles. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire, je ne dis pas dans un bar de café pour essayer de savoir quelle est la position des principaux dirigeants des partis de l'opposition kenyane aujourd'hui. Mais tout ce que j'ose espérer, c'est que tout simplement, nous n'allons pas revoir des choses comme ça dans un pays comme le Kenya, dans lequel vous avez quand même la démocratie qui s'est installée depuis un bon bout de temps. Les événements de 2007, c'est tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit souvent, nous les Africains, qu'est-ce qui se passe? Nous écrivons nos textes, nous-mêmes, nous sommes les premiers à ne pas respecter nos textes et à les piétiner. Et quand l'opposition se lève, on se dit que bon, ils sont de mauvaise foi et tout ce qui s'ensuit, ou alors vice-versa. Respectons d'abord les textes, nous ferons, c'est-à-dire progresser chez nous, et la démocratie et la gouvernance de nos États. Et c'est tout ce que l'Afrique demande aujourd'hui, faire progresser la gouvernance et la démocratie. Donc, ça ne peut se faire qu'à travers le droit. Parce qu'en Afrique, le droit, c'est le parent pauvre. Quand on parle de la politique, on va parler de la démocratie. Le droit vient, si vous voulez, en second rang. En second rang, alors que le droit, c'est lui qui est censé régir le fonctionnement d'une société en tant que telle. Donc, il faut que nos hommes politiques sachent respecter les textes qui ont été votés par l'ensemble de la population. Et à partir de là, on initie et les gens, la population va s'intéresser tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés quelque part. Alors, l'actualité, c'est aussi l'ex-président Abdoulaye Wade de retour au Sénégal après 2 ans d'absence. Il est revenu, dit-il, pour faire campagne. L'ex-président est revenu au pays pour les élections législatives du 30 juillet. À 91 ans, il conduit une liste d'opposition avec une coalition menée par le PDS, dont il est toujours le chef. Deogracias Podo. À 91 ans, Maître Abdoulaye Wade annonce son grand retour sur la scène politique sénégalaise. À la tête de la liste nationale de la coalition d'opposition Mankouatou Sénégal, l'ancien président sénégalais compte déloger, selon ses dires, l'actuelle majorité au pouvoir au terme des élections législatives du 30 juillet. J'ai appris que le Sénégal était en difficulté. J'en ai eu de la peine et c'est pourquoi je m'engage à trouver des solutions à ces problèmes. Les partisans du PDS et tous nos alliés sont également prêts à travailler ensemble pour reprendre le pouvoir à Macky Sall. C'est la raison pour laquelle je suis rentré. La coalition Mankouatou Sénégal, aujourd'hui en ordre de bataille pour les législatives du 30 juillet 2017, est un regroupement de plusieurs formations politiques, dont le Parti démocratique sénégalais, créé en 1974 par Maître Abdoulaye Wade. Cela fait plus de 2 ans que ce dernier n'a plus séjourné au Sénégal. Son objectif est d'apporter sa contribution à la reconstruction d'un pays qui serait en état de déliquescence depuis l'élection de son successeur, le président Macky Sall. Je ne pouvais pas rester sans réagir. Ils disent que je suis vieux et qu'il faudrait que je me repose. Pourtant, moi, je me sens en pleine forme. Je suis prêt à travailler jusqu'à ce que je n'ai plus véritablement de force. La campagne pour les élections législatives a officiellement démarré dimanche 9 juillet et s'achèvera le 28 juillet 2017. Ce scrutin vise à renouveler l'Assemblée nationale dont le nombre de sièges va passer de 150 à 165 après une révision constitutionnelle adoptée en mars 2016 et créant 15 députés pour représenter la diaspora sénégalaise. Oumar Diop, Abdoulaye Wade démarre la campagne électorale dans un contexte marqué par la dislocation des forces de l'opposition. Est-ce que cette dispersion est de nature à limiter les chances d'une victoire de sa coalition? Alors, moi, d'abord, j'ai envie de souligner une chose, c'est qu'en Afrique, il y a 2 catégories de présidents. Il y a des présidents managers qui nomment des ministres, qui sanctionnent, qui pilotent, etc. Il y a une autre partie qui est au-dessus, qui sont des présidents leaders. Donc, c'est-à-dire qui ont des visions pour aller amener leur pays dans une certaine voie. Abdoulaye Wade est l'un de ces présidents africains qui a une vision. À 91 ans, quand on continue à faire campagne, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement marquant dans un pays où l'opposition est divisée, effectivement. L'opposition est divisée parce qu'il était parti. Donc, c'était le leader et chacun vous pensez que l'opposition était divisée parce que Abdoulaye Wade était parti? Absolument. Il était divisé. L'opposition était divisée parce qu'il était parti. Chacun voulait diriger. Il y avait des égos, etc. Et lui, pour ressouder tout ça, pour lutter contre effectivement la majorité présidentielle de Macky Sall, il est revenu. Donc moi, je pense que tout ça, c'est quelque chose qui sera très bénéfique à l'opposition. Et le retour de Macky Sall n'est pas du tout, le retour d'Abdoulaye Wade n'est pas du tout une bonne chose pour la majorité présidentielle. Jean-Marie?
Je dirais tout simplement, je me pose beaucoup de questions parce que bon, c'est bien beau, notre invité nous parle de président leader. Mais il faut savoir passer la main aux jeunes. J'ai rien contre l'âge. L'âge, si vous voulez, bon, en politique, 91 ans. Et la seconde question que je me pose est la suivante. Est-ce que c'est un retour pour le Sénégal ou c'est un retour revanche quelque part? Parce que nous connaissons, si vous voulez, bon, les contentieux. Parce que, bon, j'ai entendu dans le reportage que, bon, il fallait, comment dirais-je, battre le président actuel. Sauf que le président actuel, si vous voulez, il sort, c'est un enfant, si vous voulez, d'Abdoulaye Wade en tant que tel. Donc, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer de nouveau, puisque quand on regarde le président actuel Macky Sall, il est sorti, si vous voulez, de l'équipe d'Abdoulaye Wade. Et maintenant, il se met à combattre, si vous voulez, une personne qu'elle a formée elle-même. Ici, là, souvent, on dit en Afrique que nos présidents, c'est-à-dire ne forment pas les successeurs. Voilà, on en arrive à ce cas-là au Sénégal, où les choses semblent prendre, si vous voulez, la bonne tournure. Et maintenant, bon, que le président Wade revienne pour reprendre le pouvoir, je me pose la question, qu'est-ce qu'il va apporter de plus par rapport à ça? Sachant très bien que le président qui est au pouvoir, c'est lui qui l'a formé. Est-ce que l'ex-président est en train de préparer le terrain pour son fils? C'est fort probable. C'est fort probable, tout simplement. Pourquoi? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, Zara, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un relan de revanche quelque part là derrière? De toute façon, il l'a dit. Il a précisé qu'il n'était pas revenu pour être député, mais pour préparer le terrain pour les autres leaders de sa coalition au pouvoir, donc pour son fils. Le pouvoir, il est fort probable qu'il soit là. On peut imaginer cette situation-là, qu'il soit là pour préparer le terrain pour son fils. Bon, mais maintenant, moi, j'en reviens toujours à ma question essentielle qui est la suivante, c'est que Macky Sall n'est pas complètement, bon, fondamentalement. Moi, quand je regarde, c'est-à-dire sa formation politique, il a grandi pratiquement sous Wade et aujourd'hui, il critique ce que son filleul plus ou moins est en train de mettre en place. Bon, je ne sais pas, c'est le droit de la politique, mais j'estime que quelque part, il faudrait laisser les jeunes, comment dirais-je, essayer de charpenter notre Afrique qui... C'est un visionnaire. Moi, j'ai beaucoup supporté le plan du NEPAD, c'est-à-dire quand le président Wade s'était battu, c'est-à-dire pour essayer, ne serait-ce que théoriser ce plan du NEPAD-là. C'est vraiment quelque chose de fantastique. J'avais applaudi des deux mains. Mais maintenant, revenir en politique à 91 ans, à moins que ce ne soit comme Zara disait tout à l'heure, si vous voulez préparer le terrain. Alors, juste pour apporter une précision par rapport à son retour, il n'est pas revenu pour accéder au pouvoir, il est revenu pour ressouder l'opposition. Ça, c'est très important. Ressouder, ça reste quelque peu discutable, puisque l'opposition était divisée, puisqu'il voulait impérativement être en tête de liste. Donc, ça rejoint ce que j'avais dit, c'est des conflits d'ego, donc chacun veut diriger, il est parti, donc chez le chef. Maintenant, pour passer la main aux jeunes, il faut que les jeunes soient prêts. Parce qu'on n'a pas vu aujourd'hui au Sénégal des partis jeunes, des jeunes qui sont à la première rangée pour dire que voilà, nous, on veut diriger. Il y avait des plus jeunes que lui, il aurait pu soutenir Khalifa Sall. Monsieur Diouf, si on prend aujourd'hui Monsieur Wade, on prend M. Macky Sall, on met à côté, vous allez pas me dire qu'ils sont de la même génération. Non, ils ne sont pas de la même génération, mais moi je ne vois pas Macky Sall comme étant un jeune par rapport à ça. Je ne dis pas pour autant que l'âge, si vous voulez, est pour moi une limite, hein, mais je dis, c'est-à-dire raisonnons dans l'absolu et essayons de voir, c'est-à-dire pour le devenir des États africains. Est-ce que c'est souhaitable que le président Wade, qui reprenne, si vous voulez, la tête d'une coalition, même s'il est là pour ressouder l'opposition? Je ne suis pas fermement d'accord avec vous, c'est pas souhaitable, c'est pas l'idéal. À son âge, mais c'est la composition politique sénégalaise qui est ainsi. L'opposition, quand il est parti, elle n'est pas capable aujourd'hui de choisir entre eux un leader. Donc, ce qui fait qu'il est revenu. Moi, en tout cas, l'opposition est encore plus divisée qu'à son départ. Ils ne sont pas d'accord pour qu'il puisse reprendre le pouvoir en tant que tel. C'est ça, monsieur. Et pour ce qui est des jeunes, il aurait très bien pu soutenir Khalifa Sall, par exemple, qui est quand même beaucoup plus jeune. Non, je ne crois pas. Il a soutenu Khalifa Sall parce que tout simplement, son fils avait des problèmes. Donc, il a voulu le montrer que Macky Sall, c'est un méchant qui met tout le monde en prison. C'est pour cette raison uniquement qu'il a soutenu Khalifa Sall. Mais sinon, Abdoulaye Wade n'a qu'une seule tête, c'est faire remplacer son fils au palais présidentiel. Il ne soutient personne à part Karim Wade. Et une dernière question. Nous arrivons à la bonne conclusion, Zahra, par rapport à votre question de tout à l'heure. Donc, nous arrivons à la conclusion suivante, c'est que le président Wade a envie de mettre son fils à la place de Macky Sall. Et ça, nous y reviendrons sur le décès du jour. Très bien, alors une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.